Donc moi, c'est Rassem Flazi, je suis président de Legal Place et un des cofondateurs. Legal Place, c'est une plateforme qui est une des plus utilisées aujourd'hui en France pour créer une société. Donc peut-être que certains d'entre vous en sont déjà passés par là. Et on propose d'autres services. Et aujourd'hui, je suis là pour parler, on m'a demandé de parler de Zero to One. Et donc l'idée, c'est que je parle de début d'une aventure. Alors j'ai pris un produit qu'on a lancé très récemment, donc c'est encore assez frais, où on est passé justement du zero to one. Donc je vais vous raconter un peu cette partie-là qui est très sensible, mais qui est nécessaire. Et donc ce produit-là, c'est un des produits de Legal Place, il s'appelle Canoun. Ça permet très simplement de gérer le droit social de ses salariés. Donc quand on a 10, 20, 30, 100 salariés, il y a toute une partie droit social, droit du travail qui est hyper importante. Donc soit on paye un avocat à chaque fois en one shot un prix assez élevé, soit on a cet abonnement qui est celui qu'on a créé et qui est hyper automatisé et ça permet de gérer cette partie-là et sécuriser son business. Et donc on l'a créé au sein de la boîte parce que c'était un peu la continuité. On propose la création de société et après, dans la continuité, on permet à nos clients de gérer leurs salariés. Donc ça, c'est un peu la logique. Et dans le Zero to One, il y a la partie zéro, c'est l'idée. C'est comment trouver cette idée dans laquelle on va se lancer. Pour nous, c'était un peu plus évident parce que on savait un peu les besoins de nos clients. Mais en général, c'est vrai que c'est une des parties les plus cruciales parce que une des erreurs, on nous dit souvent dans la vie en général qu'il faut suivre ses passions. Et en fait, c'est vrai que dans le business, ça marche très mal parce que souvent, les idées business qui sont bonnes ne sont pas forcément sa propre passion, quoi. Et c'est une très bonne idée business, c'est une solution à un problème que beaucoup de gens ont, pour lesquels ils sont prêts à payer. Et donc, c'est rarement vraiment sa passion personnelle, quoi. Ça peut arriver, mais souvent, une très bonne idée business n'est pas forcément sexy. Il y a cette erreur de penser que les idées les plus sexy, les plus citées par la presse sont celles qui marchent le mieux. Et il y a une citation célèbre de Paul Graham, qui est un peu le godfather de la Silicon Valley, qui dit que chaque année, quand il investit dans des boîtes, il prend le classement des boîtes dans lesquelles il a investi, qui sont les plus citées et reprises par la presse. Il inverse ce classement et il sait qu'il a le classement des boîtes qui vont le plus réussir. Donc ça montre que les boîtes sexy, finalement, c'est pas forcément le meilleur indicateur de succès d'une idée. L'idée, vraiment, moins elle est sexy et souvent, moins il y a des gens qui l'ont attaqué, cette idée-là. Donc vous avez moins de concurrence. Et moins vous êtes dans le piège de je le fais parce que c'est intellectuellement très séduisant, c'est passionnant, etc. Donc ça, nous c'était une problématique qu'on avait moins parce qu'on avait des besoins exprimés par certains de nos clients, etc. Mais néanmoins, ça reste quand même une partie importante du zero to one parce que c'est vraiment la partie zéro, quoi. Et donc, c'est une partie qui nécessite de passer, je pense, suffisamment de temps avant de l'arrêter. Mais néanmoins, une fois qu'il y a une idée, ça reste très théorique et on passe ce qu'on appelle le product market fit. Et donc nous, cette partie-là, le product market fit, l'idée c'était de le faire le plus vite possible en dépensant le moins d'argent possible. Alors on était déjà une centaine aujourd'hui on est à peu près 160. Quand on avait lancé, on était peut-être un peu moins de 100. Donc on avait les moyens de commencer à investir, mais l'idée c'était de ne pas investir tant qu'on n'a pas vraiment validé que c'était un besoin. Et la façon dont on l'a fait, mais je pense que beaucoup de boîtes le font bien, c'est que on a essayé d'avoir un maximum de conversations avec nos cibles finales, en essayant de ramener quelque chose qui ressemble à un produit, sans avoir à dépenser beaucoup d'argent en recrutant des développeurs ou en utilisant des ressources internes de la boîte. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de moyens qui permettent d'arriver avec une sorte de prototype ou quelque chose qui ressemble à un produit, qui n'est pas forcément un produit, de le montrer à des gens qui sont dans la cible, qui viennent de votre réseau. Et le but, c'est d'être focus que sur ça, c'est d'essayer d'avoir un maximum de clients potentiels via votre réseau, via du marketing que vous pouvez faire, etc. Et d'arriver juste à leur montrer le produit pour voir les premières réactions. Est-ce que c'est des gens qui peuvent signer pour ça? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que pour eux, ça tilte pas du tout? Ils n'arrivent pas à capter? Et en fait, nous, la période entre l'idée et le moment où on a commencé à le montrer aux premières cibles, donc nous, notre cible, c'était plutôt DAF ou DRH de ces boîtes-là. Donc c'était identifié. Et le but, c'était de valider que ça répondait vraiment à un besoin et c'était pas juste dans notre tête. Et c'est marrant, on a mis moins d'un mois pour arriver à produire quelque chose qui ressemblait à un prototype qui était fake, bien sûr, tu ne pouvais pas vraiment l'utiliser, mais ça ne se voyait pas que c'était fake. Et ça permettait de se projeter ou pas. Et très vite, on voyait qu'on était un peu à côté dans notre théorie. Ce n'était pas vraiment le besoin principal qu'on avait spoté. La réaction était froide, etc. Donc, le fait de ne pas avoir beaucoup dépensé en développement, parce que c'est une erreur aussi de développer quelque chose de
quasi finie avant d'aller la confronter au marché. Donc le fait de ne pas avoir fait ça permettait de rectifier le tir, prendre les premiers retours. Et moi, j'avais passé beaucoup de temps, alors que j'avais toute Legal Place à gérer, j'avais passé quand même beaucoup de temps à juste interviewer une vingtaine ou trentaine de DRH de boîtes que je connaissais, d'amis ou pas amis, ou de gens que j'ai démarchés sur LinkedIn, etc. Et suite à 30 rendez-vous, à chaque fois, je pouvais un peu plus m'approcher de quel était le vrai besoin, finalement. Et si je n'avais pas initié cette démarche-là, je ne serais jamais arrivé au vrai besoin. J'aurais juste peut-être développé tout le produit, balancé sur le marché, attendu 1 an ou 2 de commercialisation, m'être rendu compte que finalement, ce n'était pas ce que le marché voulait, et c'était juste dans ma tête, et kill le projet et arrêter, passer à autre chose. Donc le fait de pouvoir juste par prototype itérer permet vraiment aujourd'hui dans beaucoup d'industries, pas forcément dans tous les types de business, mais dans la tech en tout cas c'est de plus en plus possible, d'arriver le plus vite possible à valider que c'est le bon produit pour ce marché-là et enfin commencer à un peu investir dans le développement du produit et dans l'automatisation. Et en fait, à ce moment-là du business, donc on est encore plutôt proche du 0 que du 1, ce qui est hyper important, c'est, de toute façon, c'est dans toute la vie de l'entreprise, à partir de 0 jusqu'à 100, le focus, la capacité d'être focus sur la seule chose qui compte, ça reste toujours un point hyper difficile à faire, mais hyper important, parce que c'est très facile de se disperser sur je veux faire du PR, je veux être présent dans des conférences, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et en fait, la seule chose qui compte, elle est là, on le sait, en général, on sait qu'il y a une seule chose qui compte. Par exemple, là, c'était pouvoir parler à 30 personnes dans la cible pour pouvoir valider. Tout ce que j'aurais fait à côté aurait été pure perte de temps en réalité. Mais c'est très séduisant de se dire ok, j'aimerais bien parler à la presse, j'aimerais bien essayer de commencer à recruter pour après, alors que je ne sais même pas ce que je veux vendre. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se perdent, se dispersent sur beaucoup de choses pour se donner cette impression d'avancer à soi-même, pour se rassurer peut-être, et rarement rester sur la seule chose qui compte pour le moment. Alors ça peut être trouver, une fois que le market fit est là, c'est trouver les 100 premiers clients, ensuite c'est développer le produit, etc. Mais à chaque fois, il y a un seul truc qui est le plus important, et c'est très dur. Au début, c'est dur de savoir ce qu'on doit faire parce qu'il n'y a pas de guide et personne n'a fait un truc. C'est pas normé. Vous pouvez vous planter sur toutes les étapes. Mais même après, quand on est 50 ou 100, c'est très dur de rester focus sur la seule chose qui compte parce que toutes les équipes vont vous remonter des choses qui sont importantes pour elles. Et donc, à la tête de la boîte, c'est très dur de rester focus sur la seule chose qui compte. Et il y a un grand gourou américain qui a une phrase un peu texane, basique, mais hyper profonde à la fois. Il dit en anglais « The main thing is to keep the main thing the main thing ». Et en fait, c'est très basique, mais c'est hyper profond parce que arriver à rester focus sur la seule chose qui compte, c'est toujours depuis 0 jusqu'à 1000, hyper dur comme discipline à avoir, quoi. Donc là, c'était ce qui comptait, c'était arriver à une conviction que c'est bon, on a trouvé le produit tel qu'il doit être pour cette cible-là. Et j'ai toujours mis, donc dans le titre, j'avais mis qu'on était 3 personnes, y compris moi. Donc j'ai dédié très peu de ressources à ce projet-là, tant que j'ai pas du tout encore prouvé ce market fit. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le product market fit, j'utilise depuis tout à l'heure comme étant un acquis, mais c'est juste un terme compliqué pour dire qu'on a trouvé le bon service qui va à notre marché, quoi, et que ce n'est pas juste théorique. Et une fois qu'on a fait ça, on était toujours 3, on n'a toujours pas commencé à investir sur le produit. On a voulu sortir une version 0 de ce produit-là. Aujourd'hui, la chance que vous avez, c'est que tout ce qui existe en no-code, sans parler d'IA, parce que c'est encore peut-être trop théorique, mais le no-code aujourd'hui permet de développer très rapidement des premières versions d'un produit sur beaucoup d'industries. Alors si vous faites une technologie très poussée, peut-être pas, mais 80% des services que vous pouvez lancer aujourd'hui peut avoir une version 0, quasiment 80% en no-code, quoi. Ce qui fait que vous avez besoin de beaucoup moins de développeurs qu'avant, vous avez besoin de beaucoup moins d'argent à dépenser sur le développement initial du produit, vous pouvez avoir une version préliminaire que vous testez vraiment sur le marché à coût très réduit. Donc si vous ne connaissez pas bien encore, regardez NoCode, c'est quelque chose auquel vous pouvez même vous former, ou votre associé. Et la chance, c'est qu'il y a 5 ans, la maturité était très faible du NoCode. Donc ça coûtait peut-être 5 à 10 000 euros minimum pour sortir un prototype. Aujourd'hui, je pense que ça peut coûter quasiment 0 pour sortir un prototype si on maîtrise un peu le no-code, donc sans avoir besoin vraiment de coder, quoi. Et ça, c'est une chance énorme d'aujourd'hui. Je pense que dans 1 an, il y aura une couche par-dessus qui sera l'IA, et vous aurez encore moins de dépenses à faire pour sortir les premiers prototypes, ce qui
ce qui est bien. En même temps, ça créera beaucoup plus de concurrents parce que tout le monde peut profiter de cet avantage. Mais ça permet au moins d'arriver à un stade avancé, de prouver le concept sans dépenser 10 000. Alors il y a 20 ans, c'était peut-être 50 000 qu'il fallait dépenser ou 100 000 minimum. Donc voilà, vous voyez que cette génération, elle a quand même beaucoup plus la barrière, elle est beaucoup plus basse que ce qu'il y avait avant. Ensuite, il y a une question que, une fois qu'on a un product qui vaut le coup, la seule chose qui compte à partir de là, c'est trouver les premiers clients. Donc, si c'est des gros comptes, si c'est des comptes moyens, on va dire les 10 premiers, sinon c'est les 100 ou les 200 premiers clients. Et trouver les 100 premiers clients, c'est un moment particulier parce qu'on ne connaît pas ces canaux d'acquisition, on ne sait pas s'il faut faire de la vente directe, s'il faut faire du marketing. Et donc moi, ce que j'ai appliqué comme méthode, c'est de dire on va essayer de les trouver de n'importe quelle manière que ce soit, donc à la main s'il faut, contacter des gens sur LinkedIn ou faire un peu de marketing, etc. Mais en fait, les 100 premiers, peu importe comment vous allez réussir à les avoir, mais les 100 premiers clients, il faut faire que essayer de les avoir. C'est la seule priorité de l'équipe pendant 6 mois, 18 mois, 12 mois, selon le temps que ça prend, c'est de réussir à trouver ces 100 premiers clients qui kiffent le produit, qui l'utilisent, qui le valident encore plus pour vous. Et c'est qu'à ce moment-là, une fois qu'on a bouclé les 100 premiers, qu'on se dit, OK, est-ce qu'il faut lever ou pas ? Parce que la question de la levée, de quand lever, de est-ce que je perds du temps à faire des roadshows, à parler, à faire des slides, à essayer d'avoir des introductions avec des fonds qui ne me répondent pas, etc. Ça peut être une perte énorme de focus de 6-12 mois, alors qu'on n'a pas encore fait l'essentiel. La vérité, c'est que si vous avez les 100 premiers clients qui payent, déjà la levée est beaucoup plus simple. Mais il y a un autre truc aussi, c'est que la levée, de mon point de vue, beaucoup de gens pensent que quand quelqu'un a levé 5, 7, 10, c'est bon, il est riche, il est arrivé, il a réussi. En fait, c'est là où commence la course. C'est quand le deal est signé, que vous allez avoir une course qui démarre. Jusqu'ici, vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez continuer à chercher le vrai produit que vous voulez travailler dessus, les vrais clients sur lesquels vous voulez bosser, vos vrais coéquipiers avec qui vous allez faire cette aventure. Mais une fois que le premier deal est signé, la vérité, c'est que vous avez une course contre la montre, elle dure 18 mois, 24 mois. Et le but, c'est de transformer ce cash que vous avez levé en vraie machine qui génère de l'argent, quoi. Et c'est très dur de se dire, je sais exactement sur quoi je veux mettre cet argent-là pour créer cette machine. C'est hyper dur quand on n'a pas fait ces étapes-là, parce qu'on ne sait pas encore où trouver nos clients, qui sont les profils types de nos clients, parce qu'on n'a pas justement ces 100 premiers. On ne sait pas encore si notre produit tient la route. Et en fait, le risque à ce moment-là de lever, c'est se mettre trop tôt dans cette course qui nous coince, parce qu'au bout de 18 mois, si on n'a pas réalisé ça, c'est très dur d'aller relever après. On n'a plus de cash, on n'a pas misé sur les bonnes choses à investir parce qu'on ne savait pas exactement sur quoi investir. Et je pense que la meilleure question qu'on doit se poser quand on veut lever, l'idéal, pour ne pas se trouver dans une situation de blocage, c'est de se dire, OK, est-ce que je sais exactement si quelqu'un donne mon premier 1 ou 2 millions de levée, est-ce que je sais où les mettre immédiatement, sans trop réfléchir? Je sais que c'est tellement pressant que si je les avais, je les mettrais tout de suite dans ça, parce que je sais que je vais passer de 100 clients à mes 1000 premiers en dépensant ce million-là. Si on n'a pas de réponse claire et évidente, et qu'il faut se dire, je sais pas, peut-être que je développerai un peu le produit, peut-être que je ferai un peu de presse, peut-être que je ferai des forums. Ça, c'est un mauvais signe, red flag. Ça veut dire que je vais lever prématurément, je vais trop le dépenser, pas dans les bons trucs. Et à la fin, je vais peut-être sortir de la course entièrement, juste parce que je me suis coincé avec cette levée, quoi. C'est peut-être pas ce que... Il faut sortir de tête. Je pense que la réussite, c'est de réussir à lever. Parce que la plupart des boîtes que vous ne voyez pas, justement, on voit souvent les boîtes qui ont réussi après des levées, qui ont successivement levé plus, qui ont grossi, mais on ne voit pas toutes celles qui ont levé 1 ou 2 fois, qui à la fin, n'ont pas réussi cette course. C'est la majorité, hein, qu'on ne se cache pas, et qui, parce que finalement, n'ont juste pas investi sur les bonnes choses. Elles avaient l'argent, elles avaient les équipes, elles avaient théoriquement un produit, mais cet argent, quelque part, est parti sur des choses qui n'ont pas créé de valeur. Et en fait, c'est très, très difficile de transformer du cash en valeur. C'est-à-dire, quelqu'un si vous recevez 5 millions, ça a l'air d'être facile de transformer 5 en une machine à cash, mais c'est hyper dur. Ça prend beaucoup de jus de cerveau, beaucoup d'exécution, beaucoup de travail, beaucoup de talent pour pouvoir transformer du simple argent à quelque chose qui génère du cash. Et c'est ça qu'un investisseur cherche au final. C'est cette compétence ou cette
faculté, cette capacité qui existe chez certains fondateurs à réussir à transformer de l'argent en une machine à cash. C'est ça une levée en fait, en réalité. C'est comme ça qu'il faut se l'imaginer pour ne pas tomber dans le piège du hype de je peux faire un article de presse qui dit que j'ai levé, c'est bon, du coup j'ai réussi, le reste c'est du bonus. C'est très dommage de se sortir de course juste pour de l'ego, quoi, pour l'ego de lever. Donc moi, je conseille à beaucoup de gens qui me demandent s'ils doivent lever. Souvent, la réponse, c'est pas encore, quoi. Il y a encore quelques fondamentaux qu'il faut hacker. Sauf si le produit de version 0, pour une raison ou une autre, vous faites de la deep tech ou de la biotech et que vous avez besoin tout de suite d'1 million pour sortir le premier prototype, ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que la majorité des business qui existent aujourd'hui, c'est pas du tout ce cas-là, en fait. On n'est pas dans ce cas. Donc ça, c'est dans le 0 to 1 hyper crucial à garder en tête. Et ensuite, il y a un sujet aussi que je vois souvent, c'est l'automatisation. On est dans la tech, donc l'automatisation, c'est sacré, c'est une religion. Et en fait, dans le 0 to 1, l'automatisation n'a aucune importance. Parce que ce n'est pas du tout le but de 0 à 1 d'automatiser quoi que ce soit. Si vous avez des services que vous vendez et qu'il y a des humains qui travaillent derrière en cachette, que ce soit en France ou en Inde ou à Madagascar, c'est pas grave. C'est pas du tout le but. Le but, c'est d'arriver très vite à avoir ses premiers clients, un service qui tourne. Et si vous pouvez le faire à la mano avant de passer beaucoup de temps et d'énergie sur un truc qui n'est pas the main thing, donc pas le focus le plus important, c'est dommage. L'automatisation devrait arriver plus tard, quand tout a été validé, quand il y a des clients qui payent, etc. Parce que c'est des coûts. Nous, le temps qu'on on a eu une centaine de clients les premiers 100 clients étaient tournés entièrement sur un truc hyper basique et manuel, mais qui leur rendait service. Il y avait des gens qui travaillaient derrière. C'était couvert par ce que nous payaient nos clients, donc ce n'était pas une perte pour nous. Mais le temps que j'ai mis pour décider de mettre une équipe tech à développer ça de manière beaucoup plus profonde, c'était largement la première année passée, quoi. Donc avec une centaine de clients qui ont renouvelé, qui avaient même plus d'1 an d'abonnement, qui ont validé que finalement il n'y a pas de churn, les gens continuent à utiliser, parce que s'ils signent 1 mois, ça ne veut pas dire que le produit est bon, il faut attendre un peu pour voir si les gens restent, quoi. Et c'est une fois qu'on est arrivé à ce milestone-là que j'ai commencé à... J'ai pas levé pour ça, parce qu'on avait déjà de l'argent, mais c'est l'équivalent de comme si j'avais levé parce que j'ai décidé de mettre des budgets sur cette équipe-là. Donc si c'était une boîte à part, j'aurais peut-être levé qu'à ce moment-là et pas au tout début, quoi. Et au début, je me serais débrouillé pour rien dépenser en automatisation, rien dépenser en branding, en couverture média, etc. etc. Et donc 0 to 1, il y a beaucoup de ce genre de pièges qui nous font penser qu'on avance. On pense aussi beaucoup que travailler beaucoup permet de réussir. Et en fait, le lien entre beaucoup de travail et la réussite, il est très dur à établir. Parce qu'on parle beaucoup dans la presse d'un Elon Musk qui travaille 100 heures ou d'autres quelques autres entrepreneurs qui travaillent des heures inhumaines. Mais en réalité, vous pouvez aussi avoir des Jeff Bezos qui disent « Moi, je dois dormir plus de 8 heures par nuit. Je dois être hyper reposé parce que j'ai 3-4 grandes décisions à prendre dans la journée. Si je les prends mal parce que je suis fatigué, parce que je travaille comme un bourrin, en fait, toutes les équipes vont être impactées négativement. » Donc la réponse, c'est qu'il faut être bien, dormir bien, faire du sport, etc. Et être focus sur la seule chose qui compte et pas beaucoup travailler. Parce qu'en fait, quand on travaille beaucoup, c'est aussi un moyen de se sentir bien, de dire « Ok, je fais de l'effort et à un moment, ça va réussir. » Et donc, ça nous empêche, au lieu de cette focus nombre d'heures de travail, il faut plutôt être focus sur c'est quoi la seule chose qui compte pour moi maintenant et j'élimine le reste. Et donc, j'élimine des heures de travail un peu superflues. Et si la seule chose qui compte en travaillant 2 fois plus dessus, je vais arriver plus vite au résultat, ok, c'est légitime de travailler 80 heures, mais sur la chose qui compte, quoi. Et souvent, on se retrouve à répondre à des emails ou faire des trucs en autopilote, juste pour se sentir bien. Et en fait, c'est très dur de se reconcentrer toujours sur une seule chose qui compte. Parce que cette chose-là, parfois, elle peut invalider notre projet. Et on a peur d'avoir une réponse négative. C'est-à-dire que si on a notre business se base sur une seule hypothèse, c'est que tel DRH a besoin de ce service. Au lieu d'aller très vite essayer de valider ou invalider cette hypothèse-là, on a peur de la réponse finale de ce truc-là, parce que peut-être qu'elle va nous dire non, c'est de la merde, je ne veux pas ce produit-là, et ça va tout mettre en cause. Donc, on travaille sur autre chose pour essayer d'échapper à ce truc-là, parce qu'on ne veut pas avoir la réponse qui fait mal, quoi. Et souvent, ce qui fait mal, c'est là où il faut y aller, parce que ça permet
peut-être de sauver 2 ans de travail sur un truc qui, à la base, n'était pas forcément très viable, quoi. Donc ça, c'est voilà, un peu l'histoire, nous, du début. Ça fait à peu près 2 ans. Là, sur la partie acquisition client, on a décidé au début d'essayer de faire de l'acquisition sortante, c'est-à-dire que en fait, vous avez des commerciaux qui appellent pour essayer d'avoir des gens qui n'ont jamais rien demandé et les convertir en clients. Ça s'appelle du sortant, de l'outbound. Puis vous avez du marketing plutôt inbound où vous faites plein d'actions pour que des clients vous trouvent, des prospects. Et derrière ces prospects-là, vous allez leur parler via vos commerciaux pour essayer de les transformer. Donc c'est 2 approches très, très différentes. Et avant de savoir quel est votre canal d'acquisition le plus adapté, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est du marketing plutôt publicité, Facebook, ads, etc., c'est pareil, c'est aussi beaucoup de tests à faire et pas besoin d'avoir des grosses équipes. Le premier commercial de la boîte, c'est quasiment toujours un des fondateurs. C'est lui qui va essayer d'appeler au début. Alors, c'est pas forcément le meilleur sales au monde, mais ça permet au moins de se dire, ok, est-ce qu'en appelant une centaine de personnes, il y a un taux de conversion qui est correct? Une fois que je le prouve, je commence à recruter des vrais commerciaux qui peut-être performent mieux que moi. Mais le fait de commencer à vendre soi-même permet d'économiser beaucoup. Moi, je ne pouvais pas le faire parce qu'à ce stade-là, il y avait toute la boîte que je gérais, donc c'était un produit parmi d'autres. Mais une des 3 personnes qui étaient dans la team était chargée de développer le produit et c'est elle qui sortait un peu de ses missions de développement produit pour essayer de contacter des clients en sortant ou en entrant, c'est-à-dire en faisant des publications qui ramènent des prospects. Et c'est au bout de beaucoup de prises de contact qu'on a commencé à trouver notre vrai profil client. Il faut arriver à un moment pour trouver le segment que vous voulez. Il faut arriver à une finesse telle que votre cible, c'est 1000 boîtes max. C'est-à-dire que c'est 1000 petites boîtes ou 10 grands comptes. C'est-à-dire que ça doit être très fin au point de dire, OK, c'est des boîtes qui ont des fondateurs qui ont tel âge, qui sont dans tel secteur, qui sont tant de salariés et qui ont une DRH qui a plus de 40 ans, par exemple. Et si vous arrivez à trouver le segment qui convertit très très bien, c'est là où vous pouvez commencer à recruter des commerciaux parce que vous savez que c'est rentable. Un commercial coûte tant, il va convertir tant de clients. Ces clients vont rapporter, je sais pas, 10 000 euros sur leur vie. Ces 10 000 euros doivent être 3 fois plus à peu près que le coût que vous avez investi pour les avoir. C'est ça le rapport d'or. Si vous arrivez à avoir ce ratio d'or qui est ce que le client rapporte sur sa durée de vie en marge, c'est à peu près 3 fois ce que ça me coûte de le ramener. Vous êtes sur des métriques saines qui vont attirer beaucoup de VC, parce que c'est exactement ça qu'ils cherchent. Et donc, ça se teste avec des tentatives de vente de la part des fondateurs, le plus souvent, parce que vous n'avez pas encore les moyens de chercher un commercial. Donc, vous voyez, il faut être capable de sortir de sa zone de confort. Souvent, on peut avoir d'autres métiers avant de lancer une boîte qui ne sont pas du tout commerciales. Le métier de commercial est très très particulier. Avoir le courage et l'énergie de parler toute la journée à des inconnus que vous ne connaissez pas pour leur vendre quelque chose, dans une culture en plus qui n'est pas la plus commerciale, c'est dur. Mais c'est un peu un mal nécessaire au début. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait être focus sur les choses qui comptent. Parce que parfois, on ne fait pas cet effort-là parce qu'on a peur de l'effort de vente. Et donc, on passe du temps à développer le produit en espérant que le produit, par magie, va pouvoir se vendre lui-même, quoi. Et si vous êtes sur un marché qui nécessite du commercial, soit vous vous entourez d'un cofondateur qui lui-même est commercial ou qui a un confort à le faire et qui va pas déprimer au bout de 2 semaines parce qu'il a fait que ça, soit vous vous dépassez. Souvent, on doit se dépasser. C'est pour ça que je parlais de passion au début. C'est dur de dire qu'il faut être passionné quand 80% du temps, on est obligé de se dépasser et de faire des choses dans lesquelles on n'est pas hyper à l'aise. Mais c'est vrai que le métier de fonder une boîte, c'est 80% du temps de se forcer à faire des choses qui ne sont pas les plus stimulantes. Parce qu'on a de l'extérieur cette image que c'est hyper intellectuellement stimulant de faire une boîte. En réalité, 80% du temps, ça ne l'est pas du tout. C'est peut-être juste... c'est comme un concertiste qui s'entraîne pendant 1 an entier pour préparer son concert, qui est seul 8 heures par jour sur son instrument, pour 5 minutes d'applaudissements à la fin, ou 10 s'il est chanceux. C'est le seul moment de plaisir ou de stimulation, mais en fait, le reste du temps, il répétait des passages de manière mécanique pendant des heures et des heures. C'est un peu ce type de performance qu'il faut dans ce business-là, dans ce monde. Mais à la fin, il y a des rewards qui peuvent être très forts, donc ça reste quand même pour moi intéressant.
mais c'est du dépassement. Souvent, c'est du dépassement de soi parce que de 0 to 1 surtout. Après, une fois qu'il y a une équipe, que vous avez recruté le meilleur commercial et le meilleur tech et le meilleur... Peut-être que vous faites un peu moins de ce genre d'activité où vous êtes mal à l'aise, mais il y en aura d'autres qui viendront par la suite, qui sont du management, des situations humaines à gérer qui ne sont pas faciles, de la politique interne, etc. Et du recrutement surtout. Parce que à partir du 1, souvent, pour toutes les boîtes, je pense que le plus important des rôles du CEO, c'est le recrutement. Ça aussi, on a du mal à imaginer parce qu'on pense qu'il suffit de sous-traiter à une boîte de chasse. Mais en fait, les hommes clés et les femmes clés d'une boîte ne sont pas forcément chassés par une boîte de chasse. C'est souvent le CEO qui doit les convaincre de rentrer dans une aventure qu'ils n'auraient pas rejoint comme ça sur le papier, parce que la marque n'est pas connue, c'est pas sexy, c'est pas connu, c'est pas prestigieux, c'est pas... Et souvent, vous avez besoin de gens qui ont beaucoup de choix dans leur vie, parce qu'ils sont bons, et donc qui sont attirés par des choses plutôt prestigieuses. Et après, donc, à partir du 1, le rôle, c'est de pouvoir embarquer ce type de personnes dans la boîte. Et donc, c'est des gens qui doivent vous donner une grande légitimité et croire beaucoup dans le projet pour pouvoir vous rejoindre. Donc, le travail du CEO évolue après le 1 vers ce genre de problématique, quoi. Donc voilà, j'essaie de résumer un peu l'aventure. Donc, je ne sais pas s'il y a une partie Q&A que les organisateurs ont prévu. Non? Ah non, ok. Top, bah c'est good pour moi. Merci pour votre attention.